Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Nous sommes en direction de Berlin. Les superstars sont déjà dans l'avion. Certaines sont même déjà arrivées. Mais on a un show bleu. Alors, ce n'est pas encore le Go Home Show. C'était le SmackDown du 23 août. Nous étions dans la capitale des États-Unis, à Washington, DC. C'est un grand moment qui nous attend dès ce soir avec Grayson Waller et Austin Theory qui nous prépare. Ça faisait longtemps. Un Grayson Waller effect avec Cody Rhodes, le champion qui est accueilli. Cody Rhodes qui est qualifié d'égocentrique, d'égoïste même. Lui qui ne pense qu'au titre. Tous ses amis se font tabasser les uns après les autres et on nous envoie une petite cassette, un petit montage de tous les grands moments de Kevin Owens, lui qui est censé être un ami de Cody Rhodes, qui est donc va affronter Cody Rhodes ce week-end. Et ben quel genre d'ami est le Canadien? On a droit à un best-of, ça c'était sympa, de tous les grands moments de Kevin Owens, des amitiés brisées, des amitiés trahies de Kevin Owens, notamment celle avec Sami Zayn qui a droit à 2 séquences. On a eu également petite pensée émue, le festival de l'amitié, Festival of Friendship avec Chris Jericho. Ils y sont tous passés. Kevin Owens débarque, il dit oui, bon, on a compris, j'ai tendance à trahir, mais grosso modo, Cody, t'es d'accord avec moi? Ils l'ont tous un petit peu mérité. Bon, allez, sauf Kofi, parce que Kofi, il est vraiment très sympa. C'est là que tout le monde va commencer à vouloir se mettre sur la tronche et Nick Aldis nous officialise un petit match par équipe entre donc les champions, son prétendant, et les 8 on Under qui sera le main event. Un opener, ma foi, très sympa, très classique. On est content de retrouver le Grayson Waller effect. On est bien aimé aussi l'angle évident de la trahison presque naturelle, obligatoire. C'est dans l'ADN, la génétique de Kevin Owens avec les petites... J'aime bien qu'ils nous font des tapes comme ça, des cassettes, des bandes qui retracent les 10 dernières années, les grands moments des catcheurs pour montrer que bah voilà, la mémoire existe dans le monde du catch, contrairement à ce qu'on pouvait penser à une certaine époque. C'est plutôt sympa et on retrouvera tout ce beau monde en main event. Derrière, on a eu un match de championnat entre LA Knight et Santos Escobar. Avant même le début du match, Angel et Berto, pardon. Il faut dire qu'il change de nom. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il s'appellera sûrement Alberto. On a attaqué LA Knight, ça c'était plutôt cool avant le début du match. La Legado del Fantasma est renvoyée en coulisses, toute la clique, toute la bande. Il ne reste donc plus que Santos Escobar qui va finir par se bouffer un BFT dans un match, ma foi, assez classique, mais plutôt bien ficelé entre le champion US qui, du coup, fait sa première défense là en weekly face à Santos Escobar. Escobar qui est franchement, je trouve, un très bon first contender. Là, il a droit à des séquences sympas, il y a une jolie petite faction. Vraiment, c'est un latino sur qui on peut compter. Ça marche plutôt bien. Une belle petite défense, voilà, en weekly. On aurait pu imaginer voir ça plutôt en Allemagne. On est habitué maintenant de ce fameux SmackDown avant pay-per-view qui est finalement un kick-off, mais on l'a eu dès maintenant. Donc voilà, l'Open Challenge peut continuer pour LA Knight. D'ailleurs, derrière, on retrouve donc Andrade et Carmelo Hayes qui s'embrouillent sur qui est potentiel futur adversaire de LA Knight. On ne le reverra pas les deux hommes, mais eux se retrouveront par contre la semaine prochaine. Du coup, c'est ce match-là qu'on aura en Allemagne. La Legado del Fantasma se fait un petit peu chauffer par Baron Corbin et Apollo. Et Escobar va aller se plaindre auprès de Nick Aldis. L'Open Challenge donc de LA Knight qui est lancé en allant à Berlin. On verra donc qui va répondre à l'Open Challenge lors du Go Home Show en Allemagne. Donc ça c'est plutôt sympa. Le match était cool. Ça s'active autour du titre US. Ça se relibère maintenant que LA Knight est porteur du titre. On va pouvoir réouvrir les vannes et laisser un peu toute la mid-card de s'agiter autour. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est moins cool, c'est ce six-woman tag team match, pas de grosse surprise entre les championnes Blair Davenport et Cargill, Naomi et Bianca
Belair. Moi, j'ai du mal avec cette équipe de Cargill, Naomi, Bianca Belair. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qu'on a vue à WrestleMania et j'ai l'impression qu'on est revenu un petit peu au point de départ là avec le projet Jet Cargill qui est mis un petit peu au micro-ondes, au frigo plutôt. Enfin, c'est un coup au frigo, un coup au micro-ondes, on sait pas trop à quel moment. À force, c'est un peu tiède, voilà, à force de réchauffer les plats. Je suis très dubitatif de ce qui se prépare. Je pense qu'on n'a vraiment pas de programme. Ça devrait pas tarder, hein, parce que tout ce beau monde va se retrouver ce week-end avec une défense de titre d'Alba Fire et Ayla Dawn face justement à Cargill et Bianca Belair. C'est pareil, un petit peu rebelote, hein, Clash at the Castle 2.0. Je saurais même pas vous dire ce que j'aimerais voir comme résultat. Ce que je veux voir, c'est un programme qui va libérer Jet Cargill et Bianca Belair, qu'elles se mettent sur la tronche ou qu'elles se séparent, peu importe, mais là, il faut qu'elles s'en aillent en fait. Dans cette division tag team, si elles n'ont pas les titres dans la division tag team, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'elles repartent dans des trajectoires au solo. Hein. Évidemment, au passage, elles ont remporté le match. On aura un petit best-of, un petit package sympa là, présenté par Natalia, qui a l'air d'être la représentante, la porte-drapeau de la WWE pour leur excursion en Allemagne. Avec, on nous rappelle qu'il y avait déjà eu des virées, hein, avec notamment avec Bret Hart. Du côté d'Allemagne, voilà, il y avait encore le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est à l'époque, c'était assez incroyable. On arrive à un match tag team de championnat tag team du côté masculin avec la Bloodline qui est cette fois-ci représentée par Tama Tonga et Tonga Loa. Vous me dire mais comment c'est possible? Eh bien ce qui s'est passé c'est que juste avant, Solo Sikoa est arrivé et demande à Washington de le reconnaître. Il nous explique que l'original Trouble Chief c'est terminé, hein. D'ailleurs, au passage, notre ami Roman Reigns a complètement disparu de toutes les dates des futurs enregistrements. Il était censé être là un peu plus souvent, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir Roman Reigns. Je vais pas débattre tout seul dans mon coin, mais honnêtement, il y a un petit débat à faire là au sein de Catch-Up et peut-être même avec vous, mes chers auditeurs et chères auditrices, sur est-ce qu'on n'a pas un petit peu foiré le retour de Roman Reigns là. Est-ce qu'on n'a pas dégainé un peu trop vite? On n'a pas été un peu fébrile? Moi, j'ai un petit sentiment de fébrilité où on a dégainé et que derrière, on n'a plus su quoi faire. Il est revenu, il est reparti aussitôt. Je trouve vraiment pas ça dingue. Je trouve que ça a vraiment retiré l'impact de son retour et que le voir déjà exclu de la picture avec la Bloodline. Alors, il va revenir. Hein. Je vous sens bien pour les Survivor Series, hein, cette histoire. Mais honnêtement, ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon. Et moi, pour l'instant, je trouve que ce retour pas un échec, mais est un loupé. On va ramener le titre à la famille, nous explique Solo Sikoa. Il parle évidemment du titre de champion du monde. Il veut également nous parler de ce fameux titre tag team et il demande à Jacob Fatu de s'approcher et il demande à Jacob de remettre son titre à Tonga Loa, donc qui un peu à la Freebirds Rules, voilà, et évidemment vient le porteur. Je ne sais pas officiellement comment ça va être, ces règnes vont être comptabilisés. Est-ce que ce sera un seul unique règne avec le trio? Je ne sais pas. Toujours est-il que Jacob Fatu au début il fait un petit peu la tronche, mais Solo Sikoa, il y a une promotion, c'est que Jacob devient le enforcer, le garde du corps personnel privilégié de Solo Sikoa. Rien que ça. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner sur ce fameux match tag team, hein, dont je vous avais parlé juste avant, qui voit donc Tama Tonga et Tonga Loa remporter avec succès ce match, ont conservé leur titre face aux Street Profits, qui s'étaient donc qualifiés. Ils étaient venus accompagner de Bifab ma foi, un excellent petit match là de championnat tag team avec un Tonga Loa qui a réussi quand même l'exploit de se prendre des chants qu'on n'avait pas entendus depuis une décennie, des chants de You Can Wrestle, donc tu ne peux pas catcher. Très dur, puisque, eh bien, il s'est pas mal débrouillé, ce Tonga Loa. En tout cas, il n'a pas fait d'erreur flagrante comme on aurait pu le craindre. Bon, c'était un match
classique. On sent pas forcément une grosse domination quand même, hein, des Samoans qui sont pas forcément montrés hyper forts, je trouve. Les Street Profits sont bien tenus. Les Street Profits étaient peut-être même presque au-dessus sur ce match. Mais bon, voilà, Jacob Fatou qui est intervenu et qui a permis justement à la victoire avec une petite filouterie là dans le dos de l'arbitre et le tombé des Tongiens. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'on retombe un petit peu encore dans les travers de la Bloodline 2. De la première Bloodline finalement. Cette Bloodline 2.0 qu'on imagine, qu'on nous a présenté comme une Bloodline plus violente. J'aimerais justement qu'elle s'en sort des matchs moins par la filouterie que par un excès de violence, voilà, peut-être, enfin voilà, une autre approche. J'aurais aimé que ce match soit remporté sans intervention de Jacob Fatou, en fait. C'est un peu contre-productif, j'ai trouvé, donc un bon match, mais je trouve un petit peu à l'envers de ce qu'ils auraient dû faire, donc c'est une petite déception quand même. J'aimerais bien voir les Tongiens être un peu plus dominants. On a quand même un Tamatonga qui est un sacré personnage, mais qui est un petit peu retourné à la niche là, depuis l'arrivée de Jacob Fatou, et c'est assez regrettable. Derrière la grosse baston, les Street Profits se font passer à tabac, les DIY viennent un petit peu sauver la tendance avec des Samoan Spike quand même qui sont distribués sur Gargano et Ciampa. La Bloodline reste forte. Les Street Profits vont bien. Et derrière, on a Hartwell et Candice LeRae qui viennent prendre des nouvelles de Gargano et Tommaso Ciampa. Donc, la famille avant tout. Tiffany Stratton et les Pretty Deadly ont réparé la couronne de Nia Jax autant que possible. Et Michin qui a gâché la célébration. Comme nous le rappelle Nia Jax, qui les deux vont s'affronter la semaine prochaine, donc ce vendredi, Michin versus Nia Jax. Voilà, vous êtes gâtés. En Allemagne, vous allez avoir à la première défense de titre de la reine Nia Jax. Donc ça c'est toujours sympa. Ah non, c'est même pas là. Attendez, c'est si c'est ça, un street fight carrément. Oui, un street fight avec Michin qui nous a fait une petite vidéo là, sympa. Donc écoutez, ouais, sympa. L'annonce du street fight est plutôt cool. Street fight chez les filles, c'est une stipu assez rare et on a, je trouve, deux superstars à qui ça va bien. Hein. Nia Jax, voilà. Force indestructible, ça va lui faire, on va kiffer la voir se bouffer des coups de chaise et des coups de kendo stick et passer à travers la table. Et Michin, c'est une fille de la rue tout simplement. Hein. Voilà, street life, c'est une thug, donc ça lui colle plutôt bien. C'est parti pour le match entre Cody Rhodes, Kevin Owens, qui juste avant fait un petit big up à Cody. En rappelant que voilà, il est plus vraiment le gars qu'on a vu dans la vidéo. Il a changé, le Canadien. Face à Ethan Under, ils vont remporter évidemment le match, un très bon match, de main event entre deux vétérans et deux petits jeunes qui ont les crocs. Le stunner est contré par Grayson Waller avec un roll-up, mais Owens lui place un super kick. Et derrière, surtout là où c'est très intéressant, on a eu des stunners, des crossroads, mais c'est la pop-up powerbomb qui est enclenchée pour remporter le match. Et derrière, donc, Cody Rhodes et Kevin Owens qui célèbrent avec un petit Kevin Owens, voilà, qui a toujours les yeux un petit peu rivés maintenant sur le titre. La pop-up powerbomb, excellent move des bookers, puisque la pop-up powerbomb, c'est tout simplement le finisher létal d'un Kevin Owens heel. Et oui, c'est celle qui a détruit Sami Zayn, la première trahison de Kevin Owens qui venait à peine de débarquer dans le roster d'NXT, avait trahi Sami Zayn en lui explosant le dos, les vertèbres, les hanches avec la pop-up powerbomb sur le bord du ring. Donc voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer. Honnêtement, je pense que le match va être super. Grosse intensité. C'est l'après-match où on aura peut-être des surprises. En tout cas, voilà, c'est comme ça que se termine l'analyse de ce SmackDown du 23 août. Il reste encore un Go-Home Show. On a été gâtés sur les matchs de championnat, mine de rien. On a eu un bon match US, j'ai trouvé, entre LA Knight et Santos Escobar. Voilà, on retrouve une scène US autour du titre secondaire dynamique avec des beaux prétendants, donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Le match tag team, ma foi, c'était sympa, mais j'ai trouvé que cette équipe de Tama Tonga et Tongaloa était mal castée, si je puis dire. En tout cas, voilà, je veux les voir plus forts, donc ça m'ennuie un petit peu. Kevin Owens, Cody Rhodes, ça roule tout seul. Chez les filles,
C'est rien à signaler. Donc un petit SmackDown, mais où on peut retrouver. Voilà, on n'est il y aura pas de gros flop, mais des petits regrets. Alors en flop, je vais le donner justement à cette équipe là de Tongiens, les Tamatonga et Tongaloa, qu'il faut qu'ils soient plus forts. Voilà, il faut qu'ils soient plus forts. Il faut que ce soit des gros tarés et qu'ils soient montrés très très forts. Et quant à mon top, je vais me faire un petit plaisir. Je vais le donner justement à ce match entre Escobar et LA Knight. Ils en avaient encore sous la semelle, hein, clairement, mais on est au tout début. Mais voilà, c'est ça qui fait plaisir, c'est ce petit vent de fraîcheur. On sent LA Knight qui est surmotivé et derrière toute la mid-card qui revit, hein, qu'on souffle. La note, par contre, on va pas monter très haut parce que honnêtement, c'était presque le minimum syndical. On va partir. Allez, on va pas être méchant parce qu'il n'y a pas eu de gros sans faute, mais on va aller sur un 3,5. Mais on y a clairement, c'est le maximum sur lequel je peux aller. On enchaîne avec le Monday Nitro du 26 août. Voilà, nous sommes à Providence dans le Richmond. C'est le Go Home Show du Show Rouge. Le Judgment des Nouveaux arrive sur le ring. On nous souhaite la bienvenue. Merci Liv Morgan. Tout le monde est au diapason. Finn Balor nous dit, j'espère que vous avez bien profité de cette grosse raclée la semaine dernière avec Priest et Rhea Ripley qui avait bouffé. Carlito a dit que c'était très très cool. Rhea Ripley et Damian Priest sont les bad people. Ce sont eux les méchants dans cette histoire. C'est eux qui ont trahi le Judgment Day. Liv Morgan remercie Rhea Ripley. Car si Rhea n'était pas aussi égoïste, on n'en serait pas là. Et à Bash in Berlin, ils vont réaliser que Dominique et elle sont tout au top. Domino qui n'arrive même pas à en placer une, ça fait plaisir de voir des heels qui arrivent à se faire huer et des heels qui arrivent encore plus à se faire huer. Il remercie Liv Morgan qui est là, voilà, il rentre dans le tournoi, il annonce son entrée dans le tournoi pour le titre intercontinental, ça c'est complètement dingue. Et la musique de Rey Mysterio qui arrive avec la LWO et c'est reparti pour un tour dans cette rivalité générationnelle entre Rey Mysterio et Dominique. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça, t'es complètement perdu mon pauvre fils, t'as besoin d'aide. Au moins que t'étais avec la replay, tu faisais des sales coups, mais voilà, t'avais les coronesses, voilà, t'as changé. Dominique qui rigole, qui voit ça, l'autre il dit mais avec ta stupide moustache, je vais te la faire bouffer. Et donc il ne veut qu'une seule chose, Dominique s'est frappé encore son père, McDonald balance le premier coup, mais Rey Mysterio évite et on va enchaîner avec un match entre la LWO et le Judgment Day, un super match remporté par le Judgment Day. Le méga suicide là avec Joaquin Wilkes qui est propulsé depuis les cordes, fantastique image, ça balance des 619, on a des splashs dans tous les sens, Liv Morgan qui sauve Dominique à plusieurs reprises alors que Finn Balor fait la petite distraction là de l'arbitre puisque c'est un 4v4, c'était vraiment super, ça manquait presque de Liv Morgan et Zelina Vega, mais Zelina Vega sera occupée à d'autres choses, mais franchement ce match était très cool, hein, les WO, je vous rappelle, hein, Mysterio, Wild, Del Toro qui s'est rasé la moustache, on le reconnaissait à peine, et Dragon Lee, et derrière Dominique qui parvient à choper le tombé sur un petit tombé, un compte rapide sur son père et la victoire de Judgment Day. Derrière, c'est la grosse baston sur la LWO, Dominique qui se prépare pour un saut énorme alors que son père est couché sur la table des commentateurs, mais qui voilà les jumeaux terrible, Damian Priest et Rhea Ripley qui débarquent et ça se retourne contre eux, ça se balance, Liv Morgan se retrouve la tête écrasée contre le poteau, Dominique se fait tabasser par Damian Priest et le reste du Judgment Day parvient à sauver Dom Dom qui s'échappe du ring et c'est la grosse close line sur JD, Carlito qui bouffe pour les autres, et JD qui se mange même un Riptide et le Shock Slam lui est porté sur Carlito. C'était super, énorme opener, là, voilà, ça délivre tout le temps du côté de Judgment Day, mais qu'est-ce qu'on kiffe vraiment cette faction, c'est incroyable, vraiment génial. Alors, on retrouvera un petit peu tout ce beau monde un petit peu plus tard, on a eu quelques petites séquences vidéo interposées entre tout ce beau monde, c'est devenu un petit peu le template de ces dernières semaines. Rhea Ripley et Damian Priest dans leurs vidéos disent bah ouais on est les méchants et alors c'est vous qui nous avez attaqué dans le dos donc vous avez eu la monnaie de votre pièce quoi tout simplement.
si vous allez devenir les vraies victimes de cette histoire. Et donc, ils leur promettent pas de pitié à Berlin. Et je crois que c'est à peu près tout. Il me semblait que le Judgment Day avait aussi balancé une vidéo. Peut-être juste avant. Pop, 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 pop. Laissez-moi. Non, bah non, peut-être pas. Alors voilà, je suis tellement habitué à ce template. Si je l'oublie la vidéo, désolé, ça me reviendra. Mais voilà, on a plus le Judgment Day qui ouvre et qui ferme le show. On a plus ça depuis 2-3 semaines. Euh, Ça laisse plus de place pour les autres, on verra d'ailleurs. Le main event a été plutôt bien occupé. Donc c'est pas plus mal parce que voilà, le match est prêt pour Berlin. Donc on fait le minimum, mais alors le minimum plus hein, du côté du Judgment Day. Donc ça c'était vraiment un énorme opener. Derrière, on a eu le Miz qui est interviewé, il dit bah voilà, Arthur fait partie, c'est devenu compliqué pour lui. Bronson Reed qui vient qui l'a attaqué et tout simplement on va avoir ce soir plusieurs matchs de qualif pour le titre intercontinental, donc on va en parler dès maintenant justement. Bronson Reed qui promet au Miz de le rechoper après son match de qualif. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Jey Uso contre Karrion Kross contre Kofi Kingston dans le premier des deux matchs de qualif, donc c'est des triple frites et à la fin il y aura un Fatal 4-Way, donc c'est un format bien serré là, qui est franchement pas mal du tout. On a eu Kofi Kingston qui se rabiboché avec Xavier Woods tant bien que mal. Odyssey Jones ne sera pas là ce soir. Voilà, ça parlait des petites mésententes, ce manque de connexion qu'il y a eu. Mais voilà, Xavier Woods a l'air d'être toujours derrière Kofi et les deux hommes d'ailleurs seront chacun dans un match différent de qualif. Allez, on enchaîne donc sur les matchs de qualif. Jey Uso s'est qualifié face à Karrion Kross et Kofi Kingston. La power bomb de Kross sur Kingston n'a pas suffi. Derrière, on a eu des Cloverleaf de la part du leader du Testament final, mais ça n'a pas suffi. Le gros springboard de Kofi Kingston, l'ancien champion du monde, et Jey qui surprend Karrion Kross avec un spear et le splash derrière. Donc voilà, aucune surprise sur le gagnant. On laisse les deux hommes en rivalité continuer leur rivalité en dehors de tout titre. Et Jey Uso donc qui se qualifie, c'est bien pour Jey, il en a besoin. On a besoin parce qu'on commence déjà à se poser des questions, hein. Certains se posent des questions, y compris le père de Jey, sur pourquoi la WWE n'appuie pas sur la gâchette. Eh bien, on va voir ça bientôt, la semaine prochaine, très certainement. En tout cas, de l'autre côté, un match plutôt sympa aussi entre le Miz, Pete Dunne et Xavier Woods. Alors, je dis plutôt sympa sur le papier, parce qu'on a trois profils très différents, avec trois catchs proposés très différents. J'ai trouvé que ce match n'avait pas trop cliqué entre le Miz, Pete Dunne et Xavier Woods, qui ont eu du mal à trouver la formule, mais on a eu des séquences sympas, beaucoup de double action, voilà, des doubles écrasements de doigts, des tentatives de double skull crushing finally qui était plutôt sympa. Xavier Woods toujours aussi impressionnant sur ses portées, mais voilà, il y avait tout simplement des fois ça clique pas, hein, que voulez-vous. C'était pas super fluide, c'est assez rare. Ces dernières semaines, je trouve, ça marche plutôt bien, mais là, sur des triple frites comme ça, la formule n'a pas trop pris. Est-ce que c'est parce que c'est des mecs qui se catchent rarement ensemble, ils ont un catch très différent? Est-ce que des fois des mecs sont pas super à l'aise dans les triple frites? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'à la fin c'est Pete Dunne qui a gagné, ça c'est plutôt cool, avec le bitter end sur le Miz, dans un match ma foi qui était un petit peu décevant, mais avec un gagnant qui est plutôt cool. Derrière le Miz, derrière à qui on a promis qui est en rivalité avec Bronson Reed, c'est pareil. Xavier Woods avec le Judgment Day, le Final Testament, qui est pareil, qui est mis sur, qui donc retourne à cette rivalité-là. Pour Pete Dunne, c'est plutôt sympathique. Lui qui est un petit peu au four et au moulin, le voilà maintenant à présent. Les autres matchs ce seront donc après Berlin. Au retour de Berlin, il y aura Sheamus contre Reed et Kaiser. Pour ça, il va y avoir des morts. Il y aura au moins 5 morts dans ce match. Et de l'autre côté, Dragunov, Dragon Lee et Dominic Mysterio, ça va être également super cool. Et on aura aussi du Vega contre Shayna Baszler. Bon voilà, comme ça c'est l'histoire est entendue. D'ailleurs, en parlant de Baszler, elle a perdu son match avec Zoe Stark face à Yoska et Kerisen, qui lentement mais sûrement préparent leur
face turn, pardon, je vais y arriver. C'est vraiment un face turn, on en a déjà parlé, mais c'est un face turn parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Tout simplement, parce que sinon il se passe rien dans cette division tag team. Bon, voilà, un match qui a fait le strict minimum, mais voilà, on est toujours cette division tag team là. On en a parlé déjà de toute façon. Hein. Il faut que ça passe, il faut qu'on passe à des vraies histoires, des vraies rivalités, pour qu'on puisse passer à autre chose. Donc voilà, de ce côté-là, c'était le match tag team féminin de la semaine. Drew McIntyre arrive sur le ring, il a le micro, il nous parle de CM Punk, de sa petite routine là, tranquille. À chaque fois, c'est pareil, il vient parler de lui, parler de ses enfants là cancéreux qui font 15 heures d'avion pour venir le voir, depuis qu'ils prennent la fusée depuis la lune pour venir voir CM Punk. Mais CM Punk a peur de Drew McIntyre depuis le Rumble, il l'attaque depuis le dos à chaque fois. Voilà, parce que c'est ce qui alimente l'ego du Chicagoan. Un strap match, mais qu'est-ce qu'il est stupide, ce CM Punk. Et puis il regarde le petit bracelet derrière, ce petit bracelet qui vaut pas grand chose, et il va le frapper avec la ceinture encore et encore, et CM Punk arrive et il débarque. Et oui, par où? Par derrière, voilà. Drew McIntyre, l'écossais, est débile, puisqu'il vient de dire que CM Punk passait son temps à l'attaquer par derrière, et qu'est-ce qu'il fait? Bah là, il l'attaque par derrière, et l'autre ne regarde même pas ce qui se passe dans son dos. La sécurité est obligée de séparer les deux hommes, alors que CM Punk a évité un backdrop terrible sur le top des commentateurs après a failli déguster des coups de ceinturon là. Ça s'arrêtera là pour ce soir. Donc c'est pareil, strict minimum pour Drew McIntyre et CM Punk. Le match, voilà, on a impatient de voir le match, en tout cas pour ceux qui les kiffent. Sinon, bon, rien de nouveau, mais c'est toujours aussi solide. C'est un peu ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. J'ai l'impression que je me répète un peu, mais bon, écoutez, que voulez-vous? Ouais, ils sont arrivés un petit peu à court d'idées. Randy Orton vient, il prend le micro. Gunther n'est pas là ce soir, on aura juste droit à une petite vidéo un petit peu plus tard. Il est déjà en Europe. Randy Orton nous explique que ça fait 15 ans. Ils nous parlent de ces voix qu'il a dans sa tête, mais aussi il entend les voix des fans maintenant. Ça, c'est grâce à Lyon, grâce aux Français, grâce à vous, grâce à nous. Le public qui chante à nouveau l'entrée de Randy Orton, et donc c'est ça qu'il entend. Il nous fait un petit récap de sa carrière, mais il est revenu quand même. Il a été blessé à Bashing Berlin. Il va ramener à nouveau le World Heavyweight Champion. Alors c'est intéressant parce que il nous parle du World Heavyweight Championship, qui est donc le premier titre qu'il a eu. Il a été le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire, et tout en reconnaissant que c'est un nouveau championnat du monde poids lourd, il en parle quand même comme étant le digne successeur, et donc d'un championnat du monde poids lourd qu'il aimerait récupérer à nouveau. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vrai que je me gratterai toujours la tête sur cette histoire, parce que le championnat du monde poids lourd qu'on le connaît, celui de Randy Orton, de Triple H, et de Edge, et voilà, de tous ceux qu'on a connus, finalement aujourd'hui il est autour des hanches de Cody Rhodes, de par les différentes fusions qui ont opéré au fur et à mesure de ces dernières années, avec les créations de titres qui ont été à nouveau réunies. C'est vrai qu'on se retrouve avec une lignée assez étrange qui cette fois-ci a commencé avec Seth Rollins, avec ce nouveau titre de monde poids lourd, mais justement qui n'a pas Randy Orton dans sa legacy. Il nous parle d'ailleurs de legacy de Randy Orton. Voilà, les fins connaisseurs auront capté la référence, qui nous promet d'ores et déjà un programme pour Randy Orton qui sera peut-être de retour plutôt du côté du show bleu. Il nous parle de Gunther qui est arrivé. Voilà, Randy Orton, il a grandi, il a fait beaucoup de conneries quand Gunther est arrivé. Il est arrivé déjà comme un grand con de 30 ans, mais c'est peut-être ça qu'ils ont en commun. Des petits cons tous les deux. Et à Bashing Berlin, ces démons vont peut-être être plus forts, et on ne sait pas trop ce qui va se passer à Bashing Berlin après avoir parlé de la famille de Randy Orton. Il a peut-être déclenché quelque chose qui causera sa perte. L'Autrichien, il va peut-être se bouffer un RKO, et peut-être autre chose, peut-être un ouf du moveset de Randy Orton qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps. Braun Strowman versus Bronson Reed. Voilà, je vous spoil d'ores et déjà, ce sera mon top de la semaine, un match de Golgoth qui nous a évidemment rappelé les Braun Strowman versus Roman Reigns. Voilà, dans les coulisses, la bagarre dans les coulisses, ils nous ont tout fait.
C'est terminé en no contest, évidemment. On a tout vu, les gros coups de poubelle, c'est terminé sur le parking lot, les chokeslams sur le capot de la voiture, les coups de baramine, ça se bagarre sur les bagnoles, Strowman qui tombe carrément sur le toit de la bagnole, balancé, alors que Bronson Reed avait été balancé aussi à son tour, et Bronson Reed s'envole depuis le muret, il est à 2-3 mètres de haut. Allez, disons même 10 mètres, allez, on est fou pour faire un énorme tsunami sur Braun Strowman qui explose le véhicule. Les officiels interviennent, on a une image complètement dingue et Bronson Reed repart en refusant carrément les premiers soins, les premiers secours. C'est de la folie, comme le dit Ringside. Voilà comment on construit des monstres à WWE. Honnêtement, c'est vrai, j'en avais parlé la semaine dernière déjà. On nous reconstruit un bestiaire, là, un bétail de buffles, de gorilles et autres monstruosités à WWE qui, ma foi, me régale d'avance. On est très excité à l'idée de voir ce Bronson Reed là qui, ma foi, tire très bien son épingle du jeu. On avance tranquillement avec Bron Breakker qui nous parle du tournoi. Voilà, il a un petit mot pour Jey Uso. Rien de très transcendant pour notre ami Bron Breakker qui attend tranquillement qu'on vienne le chercher. On arrive par contre avec le main event qui va voir Chad Gable affronter l'oncle Audi pour son tout premier match à la WWE. Mine de rien, l'oncle Audi est déjà intervenu dans des matchs, mais c'est son tout premier match. On a eu droit à une petite vidéo de Bo Dallas qui nous parle de fausses prophéties en parlant de Chad Gable. Donc voilà, le clan de Chad Gable n'est pas une famille, ce n'est pas ça une famille, qui ont donné plusieurs chances à Chad Gable, mais qui a refusé. Voilà, en lui infligeant de la douleur. C'est vraiment le soin, enfin la guérison par la douleur. Donc c'est un petit peu, on reste dans la lignée de ce qui a été prodigué au début des premières vidéos du retour des Wyatt Six et de dire l'apparition de ce nouveau clan. La tête et le sang de Chad Gable va donc tout effacer. Voilà, c'est une purge carrément qui est annoncée. Donc on balance les mots, des mots forts, des mots de voilà, on est dans le vocabulaire de l'horreur tout simplement. Le match en main event, je pense qu'il va faire débat. C'était un bon match, intense. Je vous rappelle quand même qu'il y a un an, nous quittait Bray Wyatt et que finalement ce match-là, c'était un petit peu l'hommage, parce qu'ils ne vont pas vraiment en parler. Je ne suis pas certain que les commentateurs en aient parlé. Alors peut-être, dans ce cas-là, vous me corrigerez dans les commentaires ou sur le Discord. En tout cas, voilà, on n'a pas insisté là-dessus, mais rappelez-vous, voilà, c'était il y a un an. Wyndham Rotunda, donc Bray Wyatt nous quittait et tout le monde était évidemment très abattu. Le monde du catch prenait un gros coup dans la tronche. Et Bo Dallas, Taylor, donc reprenait quelques mois le flambeau de son frère et avec une réussite assez incroyable. Ce soir, Oncle Audi, un personnage né également de l'esprit de son frère, de tous les deux frangins, les autres frangins terribles du monde du catch, affrontait ce soir Chad Gable dans un match évidemment hommage à Bray Wyatt avec tout un moveset qui était quasiment calqué à 100% sur celui de Bray Wyatt. On a quasiment eu et derrière, malgré les interventions de Ivy Nile qui a vu parce que tous les Wyatt Six sont intervenus parce que les sbires de Chad Gable évidemment étaient là, mais on a eu comme Ivy Nile qui était agrippé sur le dos de Rowan qui pourchassait un des frangins Creed dans le public. C'était vraiment super cool. Voilà, c'était un match comme qui était assez cool dans tout le bazar qu'il y a eu et dans l'imagerie et dans la signification, et qu'on a quand même, je trouve, de toute façon, Gable ne fait pas de mauvais match et Bo Dallas est revenu dans une forme assez incroyable. Donc le Sister Abigail évidemment pour la victoire. Au passage, le theme song de Cody, l'entrée de Cody est vraiment bordélique. On a à la fois le theme song de Bray Wyatt par Code Orange, donc le nouveau theme song qu'il avait, mais en plus par-dessus ils ont tous les sons glauques de Cody, les rires de Cody, donc c'est un peu le bordel. Je pense qu'on pourrait épurer un petit peu tout ça, et quand justement on parle d'épurer,
Là, je pense que voilà, ceux qui pourraient retrouver à redire, je pense à Giscal qui effectivement a dû un petit peu grincer des dents. Je ne sais pas si c'est pour ça, il nous le dira lui-même dans les commentaires ou sur le Discord, mais est-ce que on préférerait pas voir Bo Dallas affronter Chad Gable plutôt que Uncle Howdy? Je me pose la question parce que tous les autres, Rowan, Joe Gacy, Loomis et même Nikki Cross sont appelés ainsi euh, par leur nom en tant que Wyatt Six. Alors ils ont peut-être de temps en temps utilisé des petits surnoms qui étaient le nom des marionnettes, les personnages nés dans l'esprit de Bray Wyatt époque The Fiend avec la Fire avec la avec tout son univers, pardon, la Funhouse, Firefly Funhouse. Mais là, on a vraiment un Kaoldi, un Bo Dallas. On se retrouve un petit peu avec ce qui s'était passé avec Bray Wyatt et le film, les commentateurs l'appelaient à la fois Bo Dallas et Uncle Howdy. On ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Et je peux comprendre que l'Uncle Howdy soit cette espèce de personnage qu'utilise Bo Dallas pour guérir, en fait. Voilà, c'est un petit peu la guérison par la création d'un personnage qui sert de thérapeute. C'est ce qu'on voit à travers les vidéos, les cassettes. Il utilise Uncle Howdy comme thérapeute pour, tel un effet miroir, à la fois se faire du mal, parce qu'il veut se faire du mal pour guérir. C'est comme ça que on en est à ce stade-là, à un moment de la guérison. C'est la formule utilisée par les Wyatt Six. Mais après, entre les cordes, je ne sais pas, entre les cordes, est-ce qu'on ne voudrait pas voir Bo Dallas finalement et voir un Bo Dallas, comment Bo Dallas catch. Moi, je serais très intéressé de voir comment Bo Dallas arrive à catcher sans être Uncle Howdy. Est-ce qu'il arrive à se guérir en tant que catcheur, à affronter justement les autres sans être Uncle Howdy? Voilà. Pour moi, ce match, il m'a remis une petite, un petit peu dans le brouillard sur la direction, on va dire, scénaristique de développement des personnages, qui, voilà, voilà, c'est pas, comment dire, je suis pas dans la crainte, mais on retourne un petit peu à un moment de doute, un petit peu un moment de flottement qui me semblait avoir été un peu écarté avec toutes les apparitions de Bo Dallas. Voilà. Après, je peux comprendre. On a un Bo Dallas qui, avec ce Uncle Howdy, qui est un personnage tellement fort que les deux s'affrontent. Il utilise ce personnage-là pour catcher. Donc pourquoi pas. Mais je suis intéressé de voir s'ils arriveront à s'en détacher et à nous proposer un Bo Dallas qui aura plus de temps à s'exprimer en dehors des vidéos. Donc voilà, ça restait malgré tout un super main event. Et évidemment, hommage à Bray Wyatt. La question se pose même pas. C'est vrai qu'on pourrait passer un petit peu à côté. Mais c'était quand même en soi sur la carte, ce match aurait pu ne pas être en main event, mais en fait il s'imposait de lui-même de par cette raison-là, et qu'en plus il nous propose quand même un truc cool, et puis la foule est totalement au taquet en fait. On a des chants que là Audi, c'est assez dingue, donc ça marche quand même terriblement bien, mais il y a jurisprudence Bray Wyatt. Pour le pire et pour le meilleur, plus voilà, chacun choisit un petit peu son camp, comment la pièce retombe. Moi, pour l'instant, ça me plaît toujours autant, et ça a toujours été ça aussi. Et je pense que voilà, on aura des moments un petit peu de doute. C'est toujours un petit peu ce moment de doute entre la bascule entre le réel et l'imaginarium des frangins Rotunda. Voilà, chaque semaine on aura un petit peu ça en fait, à quelle sauce on va être mangé, mais pour l'instant c'est pas non plus, c'est pas pour me déplaire, on se laisse porter par l'histoire, ils prennent leur temps et ça marche quand même plutôt bien. C'est comme ça que se termine le show. Je vous rappelle déjà dès maintenant que les pronostics, les concours de pronos sont ouverts. Là, je les ai ouverts, j'ai dû retirer, alors j'ai failli ne pas pouvoir le faire parce que pour une raison totalement injustifiée, j'avais atteint une limite de nombre de questions de pronostics sur l'application qu'on utilise là. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un petit fixe temporaire. Toutes les questions sont là. On a une belle carte de 5 matchs, plus des tiebreakers. Donc n'hésitez pas à aller voter tout de suite pour Bash in Berlin. Les pronos se termineront donc attention, un samedi à 17h30, 1 heure avant le début du show. Donc il reste plus beaucoup de temps.
au moment où vous écouterez cet épisode. Concernant ce Monday Night Raw, ma foi, c'était plutôt bien ficelé une fois de plus. Un Monday Night Raw voilà, avec le Judgment Day, on peut pas se tromper. Les deux matchs, le tournoi intercontinental, il est vraiment cool. Et pour être assez honnête, je suis encore plus excité avec les deux matchs de la semaine prochaine. Ça va complètement détruire. Le gros moment pour moi, c'est évidemment le Bronson Reed versus Braun Strowman. C'était dantesque. Randy Orton qui se pose en daron. Drew McIntyre, CM Punk, c'était le strict minimum, mais ça avance tout seul. Et puis derrière, le bel hommage. Quand même, le bel hommage pour Bray Wyatt, voilà, par son frère. Et puis ça marche bien cette rivalité entre Chad Gable et Bo Dallas. Mais je suis très impatient de voir Bo Dallas versus Chad Gable. C'est ça que je vois pour moi. C'est ça presque ça la finalité de cette rivalité. C'est peut-être ce qui nous attend. Un Monday Night Raw, ma foi, qui est vraiment super solide. Donc mon top, c'est pour les deux Golgoth. Mon flop, parce que j'avais quelque chose en tête, pas spécialement de flop, à vrai dire. Qu'est-ce que j'avais comme flop là? Non, j'ai rien. Franchement. Ok, ah si, bah si. Et si. On va me dire, mais il a déjà oublié. Eh ben non, j'ai pas oublié. Le match du Miz contre Pete Dunne, contre Xavier Woods, ça a pas cliqué. Donc pour moi, c'est un flop. Parce que voilà, dans ce beau tournoi-là, on a eu un match qui était vraiment en retrait, ça a pas cliqué. Donc pour moi, c'est le flop. Voilà. C'est l'image de ce match. Pour la note, eh ben on va arriver à un 4, allez, on va arriver à un 4,5 parce que franchement, mis à part ces petits regrets, c'était très solide pour ce show rouge. Voilà, direction Berlin, on avance tranquillement. Je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE pour ne manquer aucun épisode. C'est très simple, il suffit de vous abonner, c'est simple et c'est gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre Discord, le lien est dans la description, et les réseaux sociaux, et surtout le concours de pronos continue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir commencé, vous pouvez nous rejoindre en cours de route. Remporter un pay-per-view, remporter un PLE peut vous vous rapporter énormément de prestige au sein même de la communauté. Voilà, je vous rassure, tout le monde ici à Catch Up est revenu tranquillement de vacances. On a une petite odeur là de crème de bronzage qui flotte dans l'air. La semaine prochaine, pour le pay-per-view et pour la semaine prochaine, on va retrouver une équipe au complet et sûrement un duo ou un trio diabolique pour analyser ce pay-per-view en Europe. Honnêtement, on était gâtés cette année et visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter. Allez, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ça sent même les embruns dans le studio.